Et si nos petites erreurs de tous les jours, vous savez, ces trucs qu'on ignore, n'étaient pas du tout des erreurs? Et si en fait, c'était des indices, des messages codés qui viennent des profondeurs de notre propre esprit? C'est ce mystère qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour attaquer le sujet de front, rien de tel que cette citation assez provocatrice de Sigmund Freud. Ce qu'il suggère ici, c'est qu'une partie de nous-mêmes nous échappe complètement. Une sorte de force cachée qui tire les ficelles sans qu'on s'en rende compte. C'est le point de départ de notre enquête. Alors, notre premier indice, c'est un phénomène que tout le monde connaît, le lapsus. Ce moment un peu gênant où la bouche dit un mot alors que l'esprit voulait en dire un autre. Pour Freud, ce n'est pas juste un accident de parcours. En général, face à un lapsus, on a tendance à hausser les épaules, à se dire « Oh, c'est rien, une petite erreur ». Mais Freud, lui, y voyait un indice en or. Pour lui, chaque lapsus, c'est comme une petite fissure dans notre armure consciente, une fissure qui laisse passer un bout de vérité cachée. Pour bien nous faire comprendre son idée, Freud va chercher un exemple littéraire absolument génial. On est dans Le Marchand de Venise, avec le personnage de Portia. Elle est complètement tiraillée entre un serment qu'elle a fait à son cœur et son amour pour un certain Bassiano. Et là, voilà le moment clé. On assiste en direct à son conflit intérieur. Son serment l'empêche de déclarer son amour, mais ses sentiments sont tellement forts qu'ils finissent par percer, par s'échapper à travers les mots. En fait, elle se trahit elle-même et révèle ce qu'elle pense vraiment. Elle est déjà tout à lui. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Freud, ce n'est pas du tout une simple erreur de vocabulaire. C'est le résultat d'une véritable lutte entre deux forces. D'un côté, l'intention consciente de respecter son serment, et de l'autre, son désir profond, caché, de lui crier son amour. Et là, l'espace d'un instant, c'est le désir qui a gagné. Mais attention, cette logique ne s'arrête pas juste aux mots qui sortent de notre bouche. Freud a vite compris que ce même mécanisme pouvait s'appliquer à tout un tas d'autres erreurs du quotidien. Oublier un nom, perdre ses clés, se tromper de chemin. Il a même donné un nom à tout ça, l'acte manqué. Et sa définition, elle est limpide. Ces fameuses erreurs ne sont pas le fruit du hasard, non. Ce sont des véritables actes psychiques, qui ont une cause, une signification, et qui naissent toujours d'un conflit intérieur. Et quand on regarde la liste, on se rend compte que ça touche à peu près à tout. Oublier le nom de quelqu'un, égarer un objet qui nous est cher. Freud suggère que derrière chacun de ces petits tracas, il y a une intention refoulée qui essaie, tant bien que mal, de se faire entendre. Alors, comment ça marche, ce truc? Eh bien, en fait, c'est assez simple. D'un côté, il y a ce qu'on a l'intention de faire consciemment. Et de l'autre, il y a une contre-intention, une sorte de non-vouloir caché qui vient mettre son grain de sel et saboter la première intention. L'acte manqué, c'est le résultat de ce sabotage. Prenons deux cas concrets tout droit sortis des analyses de Freud. Un homme oublie tout le temps le nom de son rival amoureux. En fait, il cherche inconsciemment à le rayer de la carte, à l'effacer de sa vie. Une femme oublie le nouveau nom de son ami marié. Pourquoi? Parce qu'elle rejette ce mariage qu'elle ne peut pas supporter. L'oubli n'est jamais anodin. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe quand on est réveillé. Mais, et si on appliquait la même logique à notre esprit quand il dort? Freud, évidemment, a poussé son enquête encore plus loin, sur le territoire fascinant et étrange des rêves. Et pour ça, il nous sort une étude de cas, mais alors vraiment bluffante. Imaginez, 3 personnes qui dorment et qui entendent exactement le même son. Sauf que leurs esprits vont en faire 3 histoires radicalement différentes. Premier rêve. On est dans un petit village tranquille, le son est interprété comme le carillon de l'église, un son plutôt rassurant, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus fort et finisse par réveiller la personne. Deuxième rêve, changement de décor. On est en plein hiver. Ce même son devient maintenant le tintement des grelots d'un traîneau qui file à toute vitesse. Un son qui devient de plus en plus intense, presque violent, et qui finit, lui aussi, par provoquer le réveil. Et enfin, troisième rêve. Une scène domestique qui tourne au cauchemar. Le son se transforme en un fracas d'assiettes qui se brise par terre. Un bruit terrible qui ne s'arrête pas et qui, une fois de plus, tire la personne de son sommeil. La grande question, évidemment, c'est « mais quel est ce son mystérieux, ce son capable de se transformer en cloche d'église, en grelot de traîneau et en vaisselle cassée ?» La réponse est d'une simplicité déconcertante. C'était juste un réveil matin. Ce que ça prouve pour Freud, c'est que l'esprit endormi n'est pas passif. Il n'enregistre pas un son bêtement. Non, il l'attrape au vol, il l'intègre, il brode une histoire autour pour essayer de préserver le sommeil le plus longtemps possible. Mais alors, pourquoi l'esprit se donne-t-il tout ce mal pour inventer ces histoires? Freud va citer un vieux proverbe pour nous expliquer sa théorie la plus célèbre sur les rêves. Au fond, les rêves sont des accomplissements de désirs. On arrive maintenant au bout de notre enquête. On a vu les lapsus, les oublis, les rêves. Mais alors, quelle est cette fameuse force cachée qui est à l'origine de tout ça? Qui produit ces contre-intentions et qui met en scène nos désirs la nuit? La réponse de Freud, le grand coupable si on veut, c'est l'inconscient.
C'est cette immense partie immergée de notre esprit, un peu comme un iceberg, un réservoir géant de pulsions, de souvenirs, de désirs refoulés, qui, même s'ils sont invisibles, influencent en permanence ce qu'on fait et ce qu'on est. En résumé, tous les indices qu'on a suivis, les lapsus, les oublis, les rêves, ce ne sont pas juste des bugs, des dysfonctionnements du cerveau. Pour Freud, ce sont des points d'accès privilégiés, des sortes de fenêtres qui nous permettent de jeter un œil sur les mécanismes cachés de notre propre psyché. Et c'est là qu'on revient à notre point de départ, à cette fameuse phrase de Freud. Au début, elle pouvait paraître un peu abstraite, mais maintenant, elle prend tout son sens. Elle décrit une réalité fondamentale. On n'est pas totalement aux commandes de nous-mêmes. Il y a bien une partie de nous qui nous échappe et qui trouve des moyens détournés pour se manifester. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, au fond. Si on accepte cette idée, alors nos petites erreurs du quotidien et nos rêves ne sont plus si insignifiants. Ils deviennent de véritables messages personnels qui n'attendent peut-être qu'une chose, qu'on essaye de les déchiffrer.